Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à nouveau très heureux de vous retrouver lors de cette webconférence qui va aujourd'hui nous permettre d'aborder un certain nombre des sujets qui vous sont chers et en particulier les traitements du Covid à l'heure, bien sûr, où eh bien, nous le savons, la crise sanitaire est tout à fait intense. Voilà. Alors, je vais vous proposer dans un premier temps, et comme beaucoup d'entre vous sont familiers, ce sera à nouveau un grand plaisir de vous demander d'utiliser le chat. Alors, ce chat, eh bien, il s'utilise de la manière suivante. Comme vous le voyez, vous avez un onglet sur votre gauche qui va vous permettre eh bien, de communiquer entre vous, tout d'abord pour nous dire bonjour de Montpellier, de Lyon, de Verneuil-sur-Seine, de Paris, etc., etc. Et lors des interventions qui seront, on le verra, à la fois des interventions de la part de médecins qui sont avec nous, mais aussi de Karen Kreuter, qui abordera des sujets qui sont plus liés à la manière dont vous vivez cette période, eh bien, vous pourrez utiliser l'onglet questions, ce que certains font d'ores et déjà. Et cet onglet questions, eh bien, il est utile pour aborder les différents sujets, poser vos questions directement aux intervenants. Voilà. Donc, le chat, eh bien, pour se dire bonjour comme vous le faites, et vous êtes déjà fort nombreux à le faire, merci, à effectuer des commentaires si, pour une raison ou pour une autre, vous éprouvez quelques difficultés ou vous avez des questions ou des partages entre vous, et puis l'onglet questions, eh bien, pour les questions à poser à nos intervenants. Voilà. Alors, ensuite, ce qui est, bien sûr, comme de coutume, l'occasion de présenter les différentes personnes que vous connaissez pour certaines d'entre elles. C'est avec grand plaisir que Aurore Perrault eh bien, est avec nous, comme elle l'a déjà été, pour intervenir sur ces sujets de traitement, de la même manière que Laurent Frenzel, qui sont également intervenus, vous le savez, lors de la Journée nationale du myélome. Karen Kreuter, je crois que on ne la présente plus ou presque, mais si on va la présenter, parce qu'il y a encore des personnes qui nous rejoignent et qui est oncopsychologue. Et bien également du côté de la F3M, Sophie Delmer, qui est une madame loyale, qui est toujours prête et disponible et efficace. Et bien sûr, Laurent Gillot, président de la F3M. Voilà. Alors, le sommaire de cette webconférence, quelques nouveautés à indiquer. Ces nouveautés, vous les verrez dans quelques instants. Et puis, bien évidemment, les actualités du MOOC pour ceux qui nous font l'amitié d'y participer. Vous le savez, cette webconférence est ouverte à tout le monde, mais nous vous invitons bien évidemment à suivre le fil du parcours pédagogique. Les docteurs Aurore Perrault donc, et Laurent Frenzel vous parleront notamment des recommandations de l'intergroupe francophone du myélome et puis, bien évidemment, les différents traitements du myélome multiple en prenant effectivement différents contextes, différents cas, suivant que, entre autres, les patients soient éligibles ou non à l'autogreffe et en rechute. La partie qui sera traitée par Karen eh bien, concerne le bien vivre et, si possible, le mieux vivre dans ce contexte de la Covid. Alors, vous nous avez déjà adressé beaucoup de questions. Celle-ci, et c'est un sujet sur lequel je reviendrai, qui sera également une nouveauté. Cette nouveauté, eh bien, elle se retrouvera dans le MOOC dont nous vous précisons à nouveau l'adresse, de manière à ce que ceux qui y sont déjà inscrits, et on va voir qu'ils sont plus de 400, vous êtes plus de 400 aujourd'hui, mais aussi ceux qui veulent s'y inscrire peuvent le faire, et en particulier eh bien, jusqu'au 13 décembre,
puisque vous avez encore du temps pour le faire à votre rythme. Vous êtes donc précisément 456 inscrits, ce qui est, à défaut d'être un record, mais d'une énorme progression par rapport à la 6e session, donc plus de 40% d'inscrits, donc vraiment bravo, bravo à vous de vous être inscrits, bravo également à vous d'échanger pour ceux qui le souhaitent, rien n'est obligatoire. Et vous pouvez rentrer dans ce MOOC au fur et à mesure, en commençant par le module 1, ou bien aller directement au module 2, qui est celui des traitements, ou bien, au module 3, qui va ouvrir le lundi 16 novembre et qui aborde le sujet « Vivre avec un myélome au quotidien ». Donc, nous sommes, comme vous l'avez compris, en train de terminer le MOOC sur le module 2, d'où, bien sûr, cette webconférence sur les traitements. Alors, de nouveautés, nous parlions, il y en a deux. La première qui est très importante, c'est la rubrique FAQ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire FAQ? Un acronyme anglo-saxon de plus, mais tout simplement, c'est que vous trouverez les réponses aux questions que vous posez lors des webconférences dans une rubrique spécifique du MOOC. Je sais en particulier que le docteur Perrault avait répondu à un certain nombre de questions en ligne. Ça avait été le cas également de Laurent Frenzel. Toutes les réponses qui ont été apportées lors de toutes les webconférences du MOOC de la session 6 seront reportées dans cette rubrique qui sera en ligne. On va le voir à partir du 18 novembre. Voilà pour les informations pratiques. Et ce que je voulais également ajouter, et ce sera le dernier élément, c'est que très bientôt, lors de la prochaine webconférence, nous allons mettre en avant, comme nous l'avions déjà fait avant, des témoignages de patients et de proches. Voilà pour ce qui concerne cette introduction un petit peu longue dans le sens où nous avions un certain nombre d'informations sur le MOOC, mais aussi de nouveautés à vous présenter. Voilà. Alors, je vais maintenant passer la parole au docteur Perrault et Frenzel. Je vais juste demander à faire entrer à nouveau en scène le docteur Perrault, donc Aurore Perrault. Et voilà, elle arrive, la voici. Quelle ponctualité, c'est formidable. Eh bien, nous passons ici au résumé des recommandations de l'IFM. Voilà, c'est à vous. Bonsoir. Donc, c'est Laurent qui commence à parler. Voilà, c'était ça un peu. Commencer à parler un peu. Merci pour nous avoir invités un peu à discuter avec vous autour du myélome et le contexte sanitaire actuel, hein, bien entendu, lié en tout cas déjà pour commencer au coronavirus. Et les recommandations qu'on avait établies lors de nos différentes réunions à l'IFM par rapport à cette situation sanitaire unique, hein, comme ça, vous avez effectivement bien remarqué. Deux choses, je pense, qu'il faut voir en termes de modification, en tout cas du traitement. Déjà, la première, c'est que il est vrai que la question souvent qu'on nous pose, c'est est-ce que à partir du moment où je suis traité, où je suis suivi pour un myélome, est-ce que je suis plus à risque déjà de contracter le virus? Et surtout, ce qui va être particulièrement préoccupant, c'est de dire est-ce qu'il y a plus de risque de faire une complication d'une forme grave, hein, donc de ce coronavirus, notamment la pneumopathie. Alors, on a depuis maintenant qu'on connaît un peu ce virus depuis le début de l'épidémie, donc début, on va dire 2020. Et voilà que globalement, quand on a un traitement pour le myélome, en tout cas qu'on est suivi par un myélome, on est plus à risque de développer des formes graves. Alors, est-ce que c'est lié au traitement? Oui, certainement. C'est aussi lié, bien entendu, à d'autres facteurs de risque, hein, qu'on connaît bien. Pardon, Laurent, de vous interrompre, est-ce que vous pouvez vous rapprocher peut-être un petit peu de l'écran? Voilà. Avec plaisir. Voilà. Comme ça, on vous entendra encore mieux. Très bien, ça me va. Bon, voilà. Donc, j'espère que vous m'entendez mieux, du coup. Bravo. Bon, très bien. Donc, voilà. Donc,
pour revenir effectivement sur sur le coronavirus, donc oui, il y a un peu plus de risque de faire des formes graves du Covid lorsqu'on est suivi pour un myélome, ou en tout cas traité pour un myélome. Il y a le traitement, il y a la maladie, mais également d'autres facteurs hein, de risque qu'on commence à bien connaître, hein, que ce soit effectivement notamment l'âge, hein, puisqu'on sait que plus de 65, plus de 70 ans, c'est des situations où on est un tout petit peu plus à risque, en tout cas de développer une forme grave du virus. Alors là, on a mis, on va dire, des précautions de traitement. C'est sur, on va dire, deux situations. D'une part, l'autogreffe. Il est vrai que l'autogreffe, même si dans l'énorme majorité des cas, ça se passe très bien, bien sûr, ça nécessite une hospitalisation qui peut être relativement longue le temps de l'aplasie. Mais c'est vrai que les recommandations qu'on a fait notamment lors de la première vague, mais qui est également valable pour cette deuxième vague, notamment dans certaines régions, c'est d'essayer autant se faire que peu de décaler en tout cas ces autogreffes. Pourquoi? Parce que période effectivement d'aplasie, donc on est plus sensible au niveau des infections, mais également pour ne pas bien sûr encombrer en tout cas nos services, notamment si voilà, on devait effectivement avoir une complication. Voilà, comme vous savez, les réanimations sont particulièrement tendues. C'est vrai que si on peut, on essaiera plutôt de décaler effectivement la période en tout cas de cette autogreffe. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Tout simplement en prolongeant le traitement le traitement qui est actuellement, en tout cas, qui est donné avant l'autogreffe. À ce moment-là, pour essayer de décaler, on peut faire des cycles supplémentaires. C'est ce qu'on recommande la plupart du temps. Dexaméthasone, alors, c'est important également. Cette dexaméthasone, c'est probablement un des traitements qui est peut-être le plus immunosuppresseur qu'on propose dans le myélome. Mais en même temps, c'est un traitement qui est indispensable, hein, notamment surtout au départ de la maladie, à visée antitumorale. Et d'autres choses, maintenant, ce qu'on sait, ce qui est peut-être plutôt rassurant, c'est que la dexaméthasone, c'est un médicament aujourd'hui qu'on utilise dans les formes graves de coronavirus. Hein, donc, ça permet justement de contrôler ce qu'on appelle l'orage cytokinique. Hein, c'est à ce moment-là où le système immunitaire s'emballe lors du coronavirus et amène aux complications, notamment pulmonaires. Et la dexaméthasone montre un effet clairement positif, puisque ça permet de diminuer normalement la période d'hospitalisation en réanimation et la durée de cette myélopathie liée au coronavirus. Ça ne veut pas dire qu'il faut en donner plus qu'il n'en faut, mais je pense qu'il est important quand même de savoir qu'à partir du moment où on doit traiter la maladie, c'est-à-dire que la maladie est, on va dire, au départ, il faut effectivement qu'on propose un traitement. Ce traitement doit être donné, en tout cas dans la mesure du possible, pour en tout cas essayer de contrôler la maladie. À partir du moment où on contrôle la maladie, probablement qu'on est peut-être moins à risque, en tout cas, de développer des complications, et contrôler la maladie, c'est très important. Donc, le message, c'est vraiment, oui, il faut faire attention à certains traitements, mais pour autant, il faut quand même privilégier, surtout si la maladie, on est au départ ou on est en rechute, qu'il faut restabiliser, rediminuer en tout cas le syndrome tumoral. C'est important en tout cas de continuer le traitement. Et la dexaméthasone reste un traitement que l'on continue à proposer. On va essayer de limiter, si possible, les doses et sa durée, effectivement, de prescription, mais c'est un traitement qui est important de continuer, en tout cas, surtout au départ de la prise en charge. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Il y a quelques questions à côté du chat sur le Covid, sur les risques, et c'est toujours un peu difficile de donner des dogmes. La situation dépend vraiment de chacun, comment la maladie est contrôlée, quel est le traitement. Donc c'est un peu difficile. Et puis quels sont les autres facteurs de risque, hein, parce que bien sûr, il y a d'autres facteurs de risque que le myélome. Je crois que c'est difficile de prédire pour chacun le risque. Il faut essayer de respecter le plus possible les mesures barrières. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez jouer vous-même. Même si c'est une période pas facile de ne pas voir ses proches, de ne pas voir ses enfants, ses petits-enfants. Voilà, c'est la seule chose sur laquelle vous pouvez vraiment jouer. Et après, ne pas hésiter à faire confiance à votre équipe médicale, à redemander si vous avez des inquiétudes. Mais d'une personne à l'autre, on va donner des doses de dexaméthasone différentes, adapté à votre situation. Donc, il ne faut pas se dire « moi, j'ai de la dexaméthasone, moi, j'en ai pas ». Si votre hématologue le maintient, c'est qu'il pense que c'est important pour votre myélome, qui est aussi un facteur d'immunosuppression. Et puis, si par contre, la maladie est contrôlée et qu'on est un peu plus en phase calme, on se permet de la baisser en surveillant que la maladie, le myélome, ne revienne pas. Donc, voilà, c'est pas facile, mais il faut essayer de
de se dire que c'est encore quelques semaines un peu difficiles à passer, où il faut rester le plus possible confiné, et puis pour le reste, faire confiance aux médecins qui s'occupent de vous. Je me permets de vous poser une question que j'ai vue passer. Une personne qui n'a pas de traitement actuellement, qui est en rémission complète avec un taux normal de gamma-globuline, est-ce qu'il est également concerné par une forme grave de Covid s'il devait l'attraper? Vas-y, Laurent. Ça dépend. Ouais, il y a d'autres facteurs de risque donc à prendre en compte. Donc, il n'y a pas effectivement uniquement le myélome ou la rémission, l'âge, voilà, le poids, etc. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais à partir du moment même, on sait que le taux de gamma, probablement, gamma-globuline, n'a d'impact direct, en tout cas, sur de faire une forme grave. Il faut quand même garder le principe qu'on est probablement un peu plus fragile. Maintenant, voilà, comme l'a dit Aurore, faut effectivement, là où on peut agir, c'est en respectant avant tout les règles barrières, de se protéger le plus possible. Et est-ce qu'une perte d'odorat et de goût peut être liée aussi au melphalan? Alors oui, je crois que j'ai répondu à cette question. Effectivement, en période juste après l'autogreffe, il peut y avoir une perte de goût et d'odorat et des difficultés à s'alimenter qui ne sont pas des signes de Covid. Il y a aussi d'autres traitements qui parfois modifient un petit peu ces sensations. J'ai des patients qui me l'ont dit avec le bortezomib, le Velcade, d'autres peut-être encore plus avec le carfilzomib. Donc, bon, il faut interpréter ces potentiels symptômes de Covid avec la situation globale. Et si on a un doute, effectivement, on fait un test. Après, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses sur ce point. Sinon, je passe à la diapo suivante, Laurent. Je ne sais pas si on a parlé de l'allègement des schémas et puis des essais cliniques. Je ne sais pas si tu veux. Par rapport à l'allègement du schéma, je pense que ce qui va être important, c'est de savoir où vous en êtes par rapport à votre maladie. C'est sûr, la priorité va quand même être donnée au traitement de votre maladie avant tout. Donc là, il faudra voir avec votre hématologue qui vous suit de voir où vous en êtes. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où la maladie est contrôlée, qu'on est en rémission, oui, probablement, mais comme on le ferait hors Covid déjà, mais on propose en général un allègement le plus rapidement possible, en tout cas dans de bonnes conditions du schéma d'administration. Après, pour faire effectivement limiter les venues à l'hôpital, ça dépend aussi comment est votre structure, s'ils ont l'habitude de travailler avec tout ce qui est l'hospitalisation à domicile. Donc, ces structures qui permettent justement d'éviter les venues à l'hôpital. En même temps, vos venues à l'hôpital, à l'hôpital en tant que tel, le risque de contracter le virus, enfin, on prend toutes les mesures. Dans tous les hôpitaux, on prend énormément de mesures. Je pense qu'à l'hôpital même, le risque, je ne dis pas qu'il est nul, bien entendu, mais il est quand même effectivement très contrôlé, peut-être même plus contrôlé en tout cas qu'ailleurs, parce qu'on est extrêmement vigilant en tout cas par rapport à ce risque de transmission. En tout cas, si votre question c'est de dire non, je ne veux pas venir à l'hôpital, je ne veux pas avoir mon traitement, c'est hors de question. Non. Votre traitement reste prioritaire. Sachez qu'effectivement à l'hôpital, en tout cas, on met tout en œuvre pour justement vous protéger par rapport à ce risque-là. Voilà, et puis concernant les essais cliniques, on a décidé de les maintenir à la fois pour des questions individuelles pour les patients qui pourraient bénéficier de nouvelles molécules, et puis aussi parce que le myélome reste une maladie différemment grave du Covid, mais grave, et on ne veut pas perdre de temps pour les projets de recherche qui étaient en cours. Alors tout est adapté pour des essais cliniques, par exemple, des patients qui sont en maintenance, en traitement d'entretien dans les essais cliniques. On a décidé de proposer de délivrer les traitements pour 2 mois pour limiter un peu les venues, de faire les évaluations de la maladie éventuellement à domicile 1 fois sur 2. Donc, il y a des choses qui se sont adaptées, mais on a décidé de ne pas arrêter les projets de recherche clinique. Si on passe
je ne sais pas si on peut peut-être passer sur ce point de Covid, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Karen ou selon les questions. On voulait aussi refaire un petit peu le point sur les standards de traitement et puis donc vous présenter d'abord les traitements de première ligne et ensuite les traitements de rechute. Alors, en première ligne, quand on a un myélome au départ diagnostiqué, on se pose la question de est-ce qu'il faut un traitement s'il y a des critères de myélome symptomatique. Mais une fois qu'on a décidé de débuter un traitement, vous savez qu'on décide en fonction de l'âge et puis des autres antécédents, ce qu'on appelle les comorbidités, pour savoir si le traitement intensif supporté par l'autogreffe, donc l'intensification autogreffe, est possible. Donc en général, on dit qu'en dessous de 65 ans, ce traitement est systématiquement proposé en première ligne, et au-delà de 65 ans, et au-delà de 70 ans encore plus, on préfère ne pas proposer cette autogreffe qui suit une chimiothérapie intensive pour éviter les complications potentielles, sachant qu'on a en plus maintenant d'autres traitements très efficaces. Alors pour les gens qui peuvent recevoir une chimiothérapie intensive avec autogreffe, le programme de traitement a plusieurs phases. On commence tout d'abord par ce qu'on appelle une induction, avec en général 3 molécules, Velcade, bortezomib, qui sont des injections sous la peau qui se font à l'hôpital de jour ou en HAD par exemple, qui s'associent avec des traitements comprimés, Revlimid ou thalidomide le plus souvent, ce qu'on appelle VTD ou VRD ou RVD dans cette diapositive. Parfois, on peut remplacer par le Revlimid par de l'endoxan, c'est le VCD, ou par des anthracyclines, c'est ce qu'on appelle le PAD, dans des situations très particulières. Mais bon, cette première étape qui dure en moyenne 4 mois, 4 à 6 mois, permet de diminuer la maladie, de contrôler les symptômes et de préparer à recevoir le traitement intensif, notamment aussi en intercalant ce qu'on appelle un recueil de cellules souches, c'est-à-dire une congélation des cellules souches qu'on va ensuite réinjecter au moment de l'autogreffe. Donc cette phase d'induction, environ 4 à 6 mois, qui est une phase ambulatoire, où il y a quelques allers-retours à l'hôpital, mais généralement pas d'hospitalisation conventionnelle, et qui permet déjà généralement de beaucoup améliorer les symptômes, et c'est là qu'on voit, on surveille le pic tous les mois qui diminue, ou les chaînes légères qui diminuent. Ensuite, il y a cette phase d'intensification autogreffe proprement dite, où là, généralement, c'est une quinzaine de jours ou 2 à 3 semaines d'hospitalisation, avec la chimiothérapie, une journée de pause, la réinjection des cellules souches qu'on appelle l'autogreffe, qui se fait comme une perfusion, et puis la gestion des conséquences de la chimiothérapie, la période d'aplasie, donc cette chimiothérapie qui va faire baisser les globules blancs, les plaquettes, un petit peu aussi les globules rouges, et le temps que les cellules souches retournent dans la moelle osseuse pour refabriquer des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes, on a cette période où il faut gérer une éventuelle infection, faire des transfusions de plaquettes si besoin pour éviter les saignements, etc. Donc 2-3 semaines d'hospitalisation qui généralement se passent plutôt bien, mais qu'il y a une fatigue qui peut rester ensuite plusieurs semaines quand les gens rentrent à la maison. Il y a des fois des difficultés à remanger, à reprendre du poids, ce goût un peu désagréable qui peut persister dans la bouche et qui empêche la réalimentation. Et généralement, on dit qu'il faut un bon mois pour se remettre, un bon mois à la maison pour se remettre d'une autogreffe. Et donc, généralement, il y a ce temps de récupération qui est un peu variable d'une personne à l'autre, mais qui est au moins de 3-4 semaines. Ensuite, en général, en France, on propose une consolidation qui correspond à 2 à 4 cycles qui ressemblent au traitement d'induction. Donc, on reprend le VTD ou plus souvent le VRD avant de passer à un traitement d'entretien ou de maintenance, comme vous avez à gauche ici de la diapositive, maintenance par lénaludomide, donc Revlimid, qu'on donne généralement pendant 2 ans en monothérapie tout seul. Donc c'est juste une gélule de Revlimid à prendre le soir, généralement 3 semaines sur 4, et ce pour un objectif de 2 ans. Dans certaines situations, des patients de ce qu'on appelle de haut risque cytogénétique, on peut proposer des traitements un peu différents, parfois une deuxième autogreffe après la première,
Mais bon, tout ça, c'est des choses qui sont un peu plus adaptées et un peu moins générales, si vous voulez. Ensuite, donc ça, c'était pour la partie du traitement pour les sujets jeunes. Et puis, si par contre, on ne peut pas recevoir en première intention une greffe parce qu'on a d'autres maladies ou parce qu'on a plus de 66, 67, 70 ans, on a d'autres options de traitement. On a toujours le Velcade, on a toujours le Revlimid. Alors, historiquement, on utilisait assez largement, jusqu'à il y a quelques années, un schéma VMP avec Velcade, melphalan à petite dose, prednisone. Donc, c'était décomprimer les injections de Velcade. De plus en plus, on a utilisé plutôt le Revlimid en association à la dexaméthasone parce qu'on a montré que c'était simple et ça fonctionnait très bien. Et puis, je dirais, depuis à peu près 1 an, maintenant, on associe même les deux. On fait un traitement qui ressemble au traitement des gens plus jeunes à qui on propose une autogreffe avec du VRD, en réduisant parfois un peu les doses, parce que chez les sujets âgés, c'est des fois un peu plus difficile à faire passer. Alors, ça fait un peu plus baisser les globules blancs, un peu plus baisser les plaquettes, et ça peut donner un petit peu de troubles digestifs, mais on commence par VRD, on fait 6 à 8 mois de VRD, et puis on continue ensuite, une fois que la maladie est bien contrôlée, par un peu un traitement d'entretien aussi, avec du Revlimid et éventuellement un petit peu de dexaméthasone. Donc le schéma préféré au jour d'aujourd'hui, c'est VRD, puis RD, avec un traitement prolongé qui peut ne pas s'arrêter. Contrairement aux gens jeunes, on vous a dit on fait 2 ans d'entretien et on s'arrête. Là, on peut continuer, si c'est bien supporté et que ça marche bien, on peut continuer très longtemps. Donc ça, c'est un peu la nouveauté, que les traitements sont de plus en plus longs. Je ne sais plus si on avait ça dans les diapos suivantes. Ah oui, alors ça c'est pour, bon, c'est toujours un petit peu compliqué, ces histoires d'approbation des médicaments, de remboursement des médicaments. Ici, on vous avait listé les médicaments qui sont approuvés au niveau européen, et puis encadrés, c'est ce qui est remboursé au jour d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a des nouvelles combinaisons qui arrivent avec le daratumumab, qui est un anticorps monoclonal, et qui a été approuvé au niveau européen chez les gens à qui on fait des autogreffes avec le VTD. VTD DARA, c'était l'étude Cassiope qui a permis d'approuver cette combinaison. Pour l'instant, ce n'est pas encore remboursé, donc on ne l'utilise pas encore en routine, mais on entend dire que le remboursement devrait arriver pour 2021, la première partie de 2021. Donc on attend ce remboursement pour pouvoir proposer le daratumumab dès le premier traitement. Et puis chez les patients plus âgés chez qui on ne fait pas l'autogreffe, c'est la même chose. On a 2 nouvelles combinaisons qui ont été approuvées, VMP daratumumab et puis RD daratumumab. Alors RD Dara, c'était l'étude Maya qui a inclus beaucoup de patients français, donc peut-être certains d'entre vous ont participé, qui a aussi permis de montrer que c'était mieux que RD tout seul. Et donc, on attend aussi le remboursement pour 2021. Ce sera probablement en même temps que pour les sujets jeunes autogreffés. Et à ce moment-là, on rajoutera ce traitement qui peut-être assez rapidement pourra être disponible par voie sous-cutanée, ce qui aidera à passer moins de temps à l'hôpital de jour. Voilà un petit peu les nouveautés pour les traitements de première ligne. Je vais laisser la parole à Laurent qui va vous parler un petit peu des traitements de rechute. Alors, en fait, le traitement de la rechute ressemble déjà en partie pour certains à ce que vient de vous montrer Aurore sur les traitements de la première ligne. Souvent, c'est un peu les mêmes molécules. Comme on a un peu discuté pour ceux qui avaient pu être là lors des journées de la F3M sur les traitements de rechute, globalement, pour traiter en tout cas le myélome, il y a des grandes classes de traitements, quand on a parlé Aurore. Il y a ce qu'on appelle la classe, un peu le nom, ça inhibiteur du protéasome, dans lequel on a par exemple le Velcade, qu'on a le Kyprolis, le carfilzomib, ou le Ninlaro, l'ixazomib, qui est le seul qui se donne en tout cas à Péros. Après, parmi un autre grand groupe, on a ce qu'on appelle les IMID, immunomodulateurs, dans lequel on a le Revlimid, le pomalidomide, l'imnovide et le thalidomide. Après, on a le groupe
c'est une question qu'on m'a posée un peu sur le daratumumab, ce qu'on appelle les immunothérapies. En fait, c'est un traitement ciblé. Il faut aussi imaginer que c'est un anticorps qui n'a rien à voir avec l'anticorps monoclonal du myélome, bien entendu, mais c'est quelque chose qui va aller, entre guillemets, reconnaître la cellule qui va produire l'anticorps monoclonal de la maladie, du myélome. Ça va se fixer dessus et puis détruire la cellule. Ce qu'on appelle les immunothérapies. Là, on a effectivement le Darzalex ou le daratumumab. Et le dernier arrivé, c'est l'isatuximab qui cible également, qui fonctionne à peu près de la même façon que le daratumumab, mais qui va être utilisé dans différentes stratégies. Après, il y a le grand groupe de ce qu'on appelle les alkylants. Ça, c'est ce qu'on considère un peu comme une chimiothérapie. Donc, par exemple, le melphalan qu'on utilise pour l'autogreffe, donc ça fait partie de cette famille-là. Il y a également l'endoxan qu'on utilise souvent en péros, qui marche également très bien. Et puis la dexaméthasone, bien entendu, qui sont les corticoïdes. Avec ces grandes familles, en traitement de rechute, on va essayer de les associer. Et en fait, ces associations peuvent paraître un peu compliquées à comprendre pourquoi on a choisi cette association-là plutôt qu'une autre association. En fait, il y a plusieurs choses qui va nous, en tant qu'hématologue, va nous décider en tout cas sur l'une ou l'autre association en rechute. C'est déjà qu'est-ce que vous avez reçu avant, ça va être très important, donc le traitement que vous avez eu avant, la durée de la rémission qui effectivement a été permise avec le premier traitement, comment vous l'avez supporté, donc ça c'est également très important parce que c'est sûr que si vous avez fait de la neuropathie, vous savez, c'est un peu les complications qu'on observe avec le Velcade, notamment avec le thalidomide, c'est les fourmis au niveau des mains, donc qui peuvent être très, très douloureuses, les décharges électriques. Donc ça, c'est sûr qu'on va peut-être à ce moment-là plutôt choisir un traitement qui va, en tout cas, moins en donner ou pas du tout. Donc ça, c'est des critères qui sont importants. Et donc voilà, donc tous ces éléments-là vont nous faire, en tout cas, nous décider. C'est toujours des décisions qu'on prend de manière collégiale sur ces traitements-là. Plutôt ce type d'association, plutôt une autre association. Alors, comme là, vous le voyez sur ce diapo, voilà. À partir du moment où vous avez déjà eu un traitement par donc la fameuse classe des imines, donc Revlimid, Imnovid, thalidomide, que soit vous ne l'avez peut-être pas bien supporté ou que la maladie elle est peut-être un peu moins sensible à ce type de produit, de drogue, on va à ce moment-là changer un tout petit peu l'association, peut-être plutôt privilégier l'autre famille qu'on appelle les inhibiteurs du protéasome, qui est par exemple le Velcade ou le Kyprolis, comme vous voyez effectivement sur le doublé, un KD, c'est-à-dire c'est pour le Kyprolis, et le V c'est pour le Velcade, toujours avec la dexaméthasone. Faire effectivement d'autres associations et à ce moment-là, on rajoutera assez volontiers aussi un anti-CD38, vous savez, l'immunothérapie, le DARA, donc le daratumumab, en association avec le Velcade par exemple. Il y a également des publications récentes qui ont montré qu'on pouvait probablement aussi l'associer avec le Kyprolis. Pour l'instant, ça n'a pas encore été validé, mais c'est des choses qui sont également intéressantes. Après, d'autres traitements qui sont mentionnés pour le panobinostat, ça, c'est des choses qui sont un peu moins utilisées parce que pas forcément toujours très, très bien supportées. Donc voilà, ce n'est pas évident. L'élotuzumab, l'ELO-VD. Alors, l'élotuzumab, pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser en France hors protocole. Et puis, on n'a plus vraiment de protocole ouvert avec l'élotuzumab, en tout cas en rechute, qui est un anticorps un peu comme le daratumumab, mais qui cible autre chose. Donc ça, pour l'instant, en tout cas en France, on ne l'a pas. Donc, ou le Velcade, VCD, c'est Velcade, le C, c'est pour la cyclophosphamide, l'endoxan, le fameux alkylant qu'on a utilisé, la dexaméthasone. Donc vous voyez, voilà, donc tout dépend de ce que vous avez eu avant, la durée effectivement de rémission que le premier traitement, la première ligne vous a permis, et en fonction de ça, on va choisir. Si vous avez eu un traitement, vous avez eu pas mal de Velcade, ou vous avez une neuropathie au Velcade, on sait que voilà, sa réutilisation va être probablement un tout petit peu compliqué. À ce moment-là, on va plutôt utiliser un traitement où on va mettre avant tout un imide, le Revlimid par exemple, qui est largement utilisé à ce moment-là. Soit on peut l'utiliser avec la dexaméthasone, ou soit on l'associe encore avec d'autres produits, d'autres drogues, et notamment le daratumumab, dont on sait que probablement son association avec le Revlimid ce qu'on appelle synergique, c'est-à-dire que ça multiplie son effet. Donc ça, voilà, c'est plutôt intéressant. D'autres, on va reprendre un autre inhibiteur du protéasome, autre que le Velcade, que peut-être vous n'avez pas supporté ou qui peut-être fonctionne plus très bien, et c'est le Kyprolis. Donc, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, c'est un produit qu'on donne pour l'instant par voie intraveineuse, donc toutes les semaines ou 2 fois par semaine. Après, on peut utiliser un autre inhibiteur du protéasome, à ce moment-là, Péros. Des fois, effectivement, voilà, il donne un peu moins de neuropathie également que le Velcade, qui s'appelle le Ninaro, donc qui est un comprimé qui peut également marcher très bien. Et puis l'otuzumab,
vous voyez effectivement en haut hein, sur le schéma à droite, voilà, ce produit par contre n'est pas disponible en tout cas en France, hein, pour l'instant en tout cas. Je ne sais pas si un jour effectivement il va l'être. Et après, voilà, à partir du moment où il y a la deuxième rechute, troisième rechute, voilà, les traitements qu'on choisit vont toujours être dépendants de ce que vous avez eu avant, de comment vous l'avez supporté et qu'est-ce qu'on peut effectivement associer à ce moment-là. Le principe reste toujours le même, hein, donc on va effectivement avoir plusieurs classes de traitement. Voilà, on va effectivement vous proposer une association avec plusieurs types de traitements dépendant de ces classes-là. Là, l'Imnovit, par exemple, hein, donc, qui fait partie de la famille des imines, pourra effectivement le proposer à ce moment-là, même si on a déjà eu du Revlimid, même si on a déjà eu du thalidomide, ça reste quand même un traitement qui fonctionne en général très bien à ce moment-là. En association, pourquoi pas avec du daratumumab, enfin avec un anti-CD38 comme l'isatuximab qui vient d'avoir une autorisation de l'utilisation, un remboursement, voilà, ou un alkylan, ou etc., ou des essais cliniques, on en a parlé Aurore tout à l'heure, il faut savoir que ces essais cliniques sont toujours continués malgré la situation sanitaire. Donc ça peut paraître un peu compliqué comme ça, on se dit oui mais pourquoi mon hématologue a choisi ce traitement, alors que voilà, j'ai entendu que voilà, moi, notamment à la F3M, que quelqu'un d'autre a eu ce type de... C'est compliqué, il faut savoir que chaque traitement est un peu on va dire, unique et adapté à votre situation, de savoir qu'est-ce que vous avez eu avant, qu'est-ce que vous avez supporté, est-ce que vous allez aussi supporter effectivement cette nouvelle association. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose systématiquement et on essaie de trouver la meilleure solution pour que, bien sûr, le traitement soit efficace, c'est ce qu'on demande avant tout, évidemment, que deux, vous puissiez effectivement le supporter et ce, le plus longtemps possible, sachant que souvent, très souvent en rechute, on a tendance à continuer les traitements longtemps, très longtemps même, tant qu'effectivement que la maladie, si elle est contrôlée, plutôt des choses qu'on a effectivement, si vous le supportez bien en tout cas, vraiment on a plutôt tendance à continuer en l'allégeant tout doucement. Vous avez vu que la dexaméthasone, comme l'a dit Aurore tout à l'heure, on va essayer effectivement de le réduire, Covid ou pas Covid, donc la dexaméthasone, on sait qu'au bout d'un moment, ça devient quand même compliqué, ça crée quand même des infections à répétition quand effectivement, au bout de plusieurs mois, voire années d'utilisation, c'est des choses en général qu'on aime bien un tout petit peu diminuer, voire arrêter, voire pourquoi pas d'autres traitements si c'était une association double, triple, ou même dans certains cas, quadruple. Donc voilà, donc ça c'est à peu près le même schéma donc de ce qu'on vous a présenté, c'est un peu toutes les arrivées des nouvelles associations qui sont commercialisées ou non. Vous avez effectivement les années d'obtention d'autorisation, de remboursement en tout cas, parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose également d'important, de savoir est-ce que c'est remboursé ou pas, parce que ça va aussi faire dépendre de son utilisation possible ou non de ce type d'association. Donc ça c'est aussi des éléments bien sûr, évidemment qu'on est obligé, un peu malheureusement, mais c'est comme ça, donc de prendre en compte pour vous proposer certains types d'associations thérapeutiques. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions concernant la rechute. Oui, j'ai vu passer, je suis en train de la chercher. À partir de quand peut-on parler de rémission quand on regarde l'électrophorèse? Alors, quand on regarde l'électrophorèse, alors nous, en tant que médecin, on définit la rémission de façon différente en fait. Alors, vous avez peut-être entendu des rémissions partielles, des très bonnes rémissions partielles, des rémissions complètes. Alors, ça va être effectivement en fonction, bien sûr, de votre chiffre à l'électrophorèse, sur votre pic ou vos chaînes légères. Cela dépend effectivement de votre type de myélome. Après, voilà, alors, souvent la question qu'on me pose, est-ce qu'il faut absolument avoir une rémission complète, c'est-à-dire qu'on ne détecte plus sur nos outils classiques biologiques le pic à l'électrophorèse. On sait que probablement c'est mieux, mais voilà. Même si on détecte toujours un pic, même si on est en rémission partielle, ça ne va pas dire que la maladie va évoluer très rapidement. On le sait que voilà, on a tous effectivement des expériences de personnes qui ont gardé un pic pendant très longtemps, très longtemps, qui reste soit stable, ou soit qui augmente un tout petit peu. Mais l'augmentation n'est pas synonyme non plus de rechute où il faut redémarrer un traitement. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on peut très bien aller très bien, longtemps, très longtemps, avec un petit pic qui augmente tout doucement. Là, ce qui va être vraiment important, ça va être la surveillance que vous avez avec votre hématologue qui va vous dire « Ok, tout va bien », parce que nous, on a bien sûr d'autres paramètres qui vont rentrer en compte. Déjà, comment vous allez, oui, ça c'est sûr que c'est important. Si vous avez des douleurs, comment effectivement, si vous faites des infections.
Et puis, nous, on va regarder également d'autres paramètres, comment fonctionne votre rein, comment fonctionnent vos globules. Ça, c'est des choses que nous, tout ça, ça va être pris en compte pour vous dire, OK, tout va bien, tout va très bien, même si vous avez toujours un pic, même s'il augmente un tout petit peu. Pas besoin de reprendre le traitement parce que tout va bien. Et j'ai vu passer aussi une autre question. Plusieurs années après l'autogreffe, est-ce que la moelle osseuse peut avoir du mal à redémarrer ou est-ce que parfois elle redémarre mal, voire très mal? Oui, ça arrive. Ouais, ça. Faut imaginer que l'autogreffe, l'autogreffe en tant que tel, c'est-à-dire les cellules qu'on vous réinjecte, ça va vous permettre justement à votre moelle de retravailler plus rapidement. En fait, l'autogreffe, ce qui est important, comme l'a dit Aurore tout à l'heure, ça va être la chimiothérapie qu'on va vous donner juste avant, c'est-à-dire le melphalan, c'est du melphalan haute dose. Donc, c'est vraiment, il faut imaginer un peu que voilà, on va essayer de retrouver, en tout cas, de cibler toutes les cellules de votre maladie, même celles qui sont peut-être pas forcément très sensibles parce qu'elles se multiplient pas beaucoup, pour essayer de les éliminer. C'est ça le principe. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être spécifique avec le melphalan et ça peut également toucher les autres cellules de la moelle osseuse. Et dans certains cas, ça peut arriver que la moelle a un peu du mal à se remettre en route. Alors, ça va dépendre des fois de l'autogreffe. Vous savez, quand on fait une autogreffe, on recueille d'abord les cellules souches pendant la première partie du traitement. Ça dépend un peu de la qualité de ces cellules souches. Ce genre de paramètre peut effectivement être important pour ce qu'on appelle la reconstitution, c'est-à-dire est-ce que ces cellules souches ont permis effectivement de refaire une moelle qui est tout à fait normale. Donc, dans certains cas, ça arrive que la moelle ne soit pas complètement normale après l'autogreffe. Et on voit ça comment on peut effectivement voir ça parce que les globules rouges restent un petit peu bas, un peu les globules blancs, c'est souvent le cas sur les plaquettes qui restent toujours un tout petit peu en deçà de la limite qui est considérée comme normale. Donc ça peut être le cas et ça peut durer comme ça effectivement longtemps, voire si jamais se remettre complètement. Après, bon, il ne faut pas se dire que même si la moelle elle n'est pas complètement normale, que si jamais il y a un traitement qui doit être mis en place, est-ce que ça va me faire perdre une chance? Non, parce qu'après nous on va bien sûr adapter ce traitement-là en fonction de votre moelle et pour que ça soit effectivement le mieux supporté, le moins toxique entre guillemets pour votre moelle osseuse. J'ai vu passer aussi une question sur les effets secondaires du daratumumab, disons les plus classiques, utilisés en monothérapie. Honnêtement, le daratumumab, il est quand même bien supporté, hein, vraiment très bien supporté. Alors après, sur les effets secondaires, c'est surtout au début, quand on commence le traitement, où on peut faire des réactions allergiques, parce que c'est un anticorps. Donc, c'est des expériences qu'on a depuis un certain temps, pas forcément, rien à voir avec le myélome, dans d'autres maladies. On sait que quand on dénie ce type de traitement, ça fait des réactions allergiques, souvent sur la première, un peu moins sur la deuxième injection. Alors, les effets secondaires, c'est avant tout des effets pulmonaires, hein, donc c'est des problèmes pour respirer, de la fièvre. Et c'est pour ça que pour ceux qui ont déjà eu ce traitement-là, la première injection, on l'a fait la plupart du temps en milieu hospitalier, parce qu'on est obligé de la faire très lentement, très lentement. Hein. Donc la première injection, par voie intraveineuse, en général, dure plus de 7 heures. Donc souvent, ça se fait la nuit, hein, parce que c'est quand même relativement long. La deuxième se fait un peu plus vite, parce que les réactions sont beaucoup moins importantes. Et après, il n'y a quasi plus de réactions, en tout cas à l'administration du daratumumab. Les autres effets secondaires, ce qu'on observe un petit peu, surtout quand alors là, vous m'avez posé la question de la monothérapie, donc en général, c'est surtout ça. Après, on associe de plus en plus le daratumumab, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple avec le Revlimid, avec le Velcade. On a l'impression que peut-être ça peut faire baisser un tout petit peu plus les globules, cette association-là. Mais sinon, c'est quand même globalement un traitement qui est quand même vraiment très bien supporté. D'accord. Je vois qu'Aurore répond aussi pas mal au fur et à mesure. Ouais. J'essaye, mais il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, oui, c'est vrai. Bon, il y a des questions qui sont quand même assez précises et c'est difficile de parler des cas particuliers. On essaie toujours de répondre à des questions d'ordre plus général, on va dire. Donc, c'est ce que j'essaie un petit peu de regarder dans toutes les questions qui sont posées. Sophie, il y a une question sur est-ce qu'après une rechute, après une longue période de rémission, est-ce qu'on peut refaire une autogreffe? Oui, absolument. Laurent, oui, oui, je pense que, oui, tout à fait. Donc, absolument, vraiment,
voilà, si effectivement vous avez eu une autogreffe et que après cette autogreffe, je dis, vous étiez en rémission ou, comme je l'ai dit, le pic augmente très peu. Là, j'ai eu une question, qu'est-ce qu'on entend par que le pic remonte très peu? C'est un peu la rechute biologique, c'est-à-dire, ouais, le pic n'est pas forcément corrélé à des symptômes, c'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir un petit pic qui monte sans pour autant avoir de symptômes. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Oui, tout à fait. Maintenant, si la rémission a été de plusieurs années, très bien, on peut effectivement absolument refaire une deuxième autogreffe. Ça va déjà dépendre du recueil que vous avez eu au départ. Il faut être sûr que vous ayez assez de cellules. Hein. Donc, en général, on essaye toujours de prévoir pour au moins 2 autogreffes, le nombre de cellules, parce que c'est un nombre précis. Ça, et puis après, souvent, on n'utilise pas forcément le même protocole qu'au départ. Et oui, tout à fait, en tout cas, c'est tout à fait envisageable. Hein. Donc, on me demande le Zometa, dans quel cas est-il prescrit? Alors, le Zometa, c'est un traitement qu'on appelle, c'est des biphosphonates. En fait, il y a différents types de biphosphonates, Péros ou IV. Péros, peut-être qu'il y en a certains qui connaissent ça. En fait, c'est des traitements, par exemple, qu'on utilise dans l'ostéoporose. Le Zometa, par contre, c'est à voie IV. Alors, c'est 1000 fois la puissance, en tout cas sur l'os et son renforcement de l'os, c'est 1000 fois supérieur à un traitement qu'on donne Péros, par exemple, dans le cadre de l'ostéoporose. Alors oui, c'est important parce qu'on sait qu'on a une fragilité osseuse, on sait qu'on peut avoir ce qu'on appelle des lésions osseuses hein, qui, un, font mal et deux, qui peut éventuellement, dans certains cas, amener une fracture. Le Zometa, en fait, il faut imaginer qu'on empêche l'os de se dégrader, entre guillemets, et de le renforcer, en fait. Faut le voir comme ça. Et donc, le Zometa est important. En général, on le donne au départ, la plupart du temps, au début de la maladie, souvent une fois par mois. Puis après, on a tendance effectivement à l'espacer. On peut le redonner après en rechute également. Au moins 1 an, c'est à peu près les recommandations. Ce qu'il faut savoir avec le Zometa, souvent la question qu'on me pose, et ça, beaucoup de dentistes sont au courant, on sait que dans certains cas, et ça c'est quand même important, on peut avoir des complications au niveau dentaire, et ce qu'on appelle une ostéonécrose mandibulaire. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que, voilà, que la mâchoire peut effectivement faire une sorte de trou dans l'os, en fait. C'est ce qu'on appelle de l'ostéonécrose. Et ça, on sait également maintenant, ça fait quand même plus de 15 ans qu'on connaît cette complication. En général, elle ne vient pas comme ça. Hein. La plupart du temps, c'est parce qu'on a dû effectivement extraire une dent ou soigner de manière profonde une dent. C'est pour ça que souvent, voilà, donc pour ceux effectivement qui ont eu ce traitement-là, on regarde déjà vos dents et puis on demande peut-être à un dentiste pour être sûr que vos dents ne nécessitent pas de soins dans l'immédiat, notamment d'extraction de dents. On sait vraiment que c'est vraiment ça en fait. Et après, à partir du moment où il n'y a pas d'extraction dentaire qui sont prévues dans les mois ou les années à venir, en tout cas pas prévues, hein, on peut effectivement démarrer ce traitement qui en plus a l'avantage d'être un traitement antalgique qui va également normalement soulager si vous avez des douleurs au niveau des os. Et ça reconstitue le capital osseux là où il y avait des lésions? Alors non, alors, ça surtout ça évite que là où il y a des lésions qu'elles augmentent, de fragiliser d'autant plus l'os. Par contre, c'est un traitement qui va empêcher. Alors dans l'os, hein, on a 2 types de cellules qui travaillent en permanence, celles qui détruisent l'os et celles qui reconstruisent l'os. En fait, c'est toujours un équilibre. Dans le myélome, il y a celles qui détruisent l'os qui prennent un peu le dessus. Voilà, pour ça qu'on a effectivement ces fameuses lésions osseuses. Le traitement par biphosphonate va juste cibler ces cellules qui détruisent l'os. Par contre, les cellules qui fabriquent l'os, voilà, mettent un peu du temps effectivement à se remettre en place, à de nouveau être actifs. Et donc, le traitement par biphosphonate ne va pas boucher, en tout cas, ou combler les lésions osseuses. Ça, c'est plutôt le traitement et c'est le temps qui va faire ça. Oui, alors, comment? Il y a Janine qui nous demande, elle a eu le Covid, il faut qu'elle attende combien de temps pour faire son vaccin contre la grippe? Honnêtement, moi, je ne sais pas. Comme ça, je dirais, si l'infection à Covid est totalement résolue, qu'il n'y a plus de symptômes, je dirais 10-15 jours peuvent suffire. Normalement, il n'y a pas d'interaction. C'est plus pour ne pas cumuler de la fatigue. Et, je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Je n'ai pas eu cette situation. Je suis d'accord, il n'y a pas de recours officiel. Bon, voilà. Plus vite vous le faites, mieux c'est. C'est sûr que si vous avez de la fièvre, bon, faites pas le vaccin, mais ça vous paraît de toute façon logique que vous n'allez pas le faire. Mais oui, je suis assez d'accord avec Aurore, oui, 10-15 jours. Ouais. Et est-ce qu'avec un myélome, on peut faire en plus de l'ostéoporose? Oui, ça peut arriver. Alors, c'est pas toujours facile, effectivement, de détecter de l'ostéoporose, des fameuses lésions qui entraînent une lésion qu'on appelle lytique, une sorte de comme un trou dans l'os, hein, qui n'a rien à voir avec l'ostéoporose. On peut avoir les deux. Maintenant, c'est vrai qu'avec le traitement qui va vous être proposé et puis le traitement par biphosphonate, en général,
bon, très rapidement, ce paramètre-là est moins embêtant et ça renforce quand même, ça renforce bien l'os. Après, ce qui est aussi important pour renforcer l'os, et j'avais déjà un peu parlé à la dernière réunion à la F3M, c'est de faire du sport, en tout cas d'activité physique. Parce qu'en fait, un os, pour qu'il vive, il faut qu'il bouge. Hein. Donc, il faut qu'il bouge, il faut marcher, il faut le faire vibrer. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Et donc, ça, c'est également un élément important pour renforcer le squelette. Gérard pose la question par rapport à un pic qui augmente un petit peu après une rémission complète, avec un pic non perceptible. Donc, dès que le pic augmente un petit peu, est-ce qu'on parle de rémission, de rechute, pardon? Oui, je peux essayer de répondre. Normalement, pour parler de rechute, il faut que le pic augmente au moins de 5 grammes. Enfin, après, on peut calculer en 25% de la valeur la plus basse, mais classiquement, on dit 5 grammes. Donc, quand on voit les patients en consultation que le pic a pris 1 gramme ou 1,5 grammes, et puis des fois, ça peut rediminuer un tout petit peu après. Pour nous, tout ça, ce n'est pas des rechutes. Si ça augmente d'un coup, plus de 5 grammes entre 2 consultations, là, on peut considérer que c'est une vraie rechute, mais dans ce cas-là, biologique, et on ne traite pas toutes les rechutes biologiques. Une rechute biologique, elle peut se surveiller au départ, s'il n'y a pas de symptômes, s'il n'y a pas de complications. Après, tout dépend de la vitesse d'augmentation du pic et puis de la présentation de la maladie au tout départ. S'il y avait eu, avec un petit pic, beaucoup de complications, on attendra moins longtemps que quelqu'un qui avait un grand pic peut-être et qui a été traité sur des valeurs biologiques, mais qui n'avait pas eu de fracture osseuse ou qui n'avait pas eu d'insuffisance rénale, par exemple. D'accord. Est-ce que on continue là-dessus ou est-ce qu'on passe à la diapo suivante? Alors, en fait, on a un petit peu anticipé tout à l'heure dans la discussion. Ça, ces diapos, c'était les recommandations pour 2020 ou 2021 presque maintenant. C'était pour dire qu'en première ligne arrivait notamment le daratumumab, donc je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Et donc, si je passe à la diapo suivante, c'est pour expliquer un petit peu quelles sont les études actuellement. Maintenant qu'on a quand même pas mal avancé dans l'amélioration de l'efficacité pour la majorité des patients, il y a encore des progrès à faire, mais on a amélioré les résultats et on s'intéresse beaucoup à la qualité de vie et à comment sont administrés les médicaments. Il y a plusieurs études qui essayent d'améliorer en fait ces schémas d'administration. Donc vous savez, on vous l'a dit et vous l'avez entendu, le daratumumab est en train de se développer par forme sous-cutanée, ce qui permettra de passer moins longtemps à l'hôpital de jour. Peut-être qu'à terme, on envisagerait au bout d'un moment d'administrer certaines injections en hospitalisation à domicile, par exemple. Donc c'est 3 à 5 minutes sous la peau, l'efficacité est identique. Il n'y a pas plus d'effets secondaires et il y a même moins de réactions dites allergiques à la première injection, puisque au lieu d'avoir 40% à peu près de réactions à la première perfusion quand on le fait IV, là on passe à plutôt 10% de réactions avec la forme sous la peau. Donc c'est un schéma qui est très intéressant. Donc ça c'est pour le daratumumab. Pour le carfilzomib, vous savez tous très bien que ceux qui ont reçu ce traitement, ce qui est un peu pénible, c'est de l'avoir en administration 6 fois par mois. En perfusion qui est courte, hein, ça dure entre 10 minutes ou 30 minutes selon la dose, mais c'est 2 jours de suite, 3 semaines sur 4, hein, donc c'est très lourd. Alors il y a la possibilité d'essayer de le faire en HAD à domicile, tout le monde s'organise comme il le peut, mais en tout cas il y a des études qui se font actuellement et qui essayent de montrer que si on le faisait à une dose un peu plus importante, mais seulement 3 fois par mois, 1 fois par semaine, 3 semaines sur 4, on fait aussi bien, ou en tout cas on ne fait pas moins bien, que si on le fait 6 fois par mois à une dose un peu inférieure, 2 fois par semaine, 3 semaines sur 4. Donc ça, c'est des études qui sont en cours. Il y a l'étude ARO2, par exemple. On espère que ça va permettre que les autorités de santé valident le schéma d'administration 3 fois par mois pour qu'on puisse l'utiliser chez tout le monde comme ça. Alors, il y a déjà des centres où on commence, surtout pour les patients qui habitent loin, à le proposer hors clou, hors AMM, on va dire, en 3 fois par mois. Mais ça, on discute avec chaque patient pour l'expliquer.
Et puis après, il y a la durée des traitements. Quand on commence un traitement de rechute par daratumumab Revlimid dexaméthasone, ce qui est un des meilleurs traitements qu'on a aujourd'hui en première rechute, on dit au patient, ce traitement, on va vous le donner tant qu'il fonctionne et que vous le supportez. Donc en gros, ça peut vouloir dire très longtemps, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il va marcher très longtemps, mais qui peut être un peu difficile de se projeter quand on se dit qu'on n'en voit pas le bout, que même si c'est à la fin plus qu'une venue par mois à l'hôpital pour faire la perfusion, ça revient souvent, etc. Les schémas les études qui ont permis d'enregistrer ces médicaments et de les avoir à disposition, ils ont été conçus comme ça, c'est-à-dire que le traitement il était fait jusqu'à progression. Maintenant, on pense à l'IFM, et c'est Mohamed Moti, notamment à Paris, qui a proposé cette étude, que peut-être on pourrait le faire seulement 2 ans et l'arrêter, faire une pause, et puis si la maladie revient, éventuellement le reprendre ou reprendre autre chose, puisqu'on a plein de nouveaux médicaments à notre disposition. Et donc il y a une étude, cette étude confirme, qui est en cours actuellement en France, dont énormément de centres participent, où on propose en fait de comparer ce traitement DARA-RD jusqu'à plus soif, j'allais dire, c'est-à-dire tant qu'il fonctionne ou qu'on peut le supporter, donc traitement continu, contre, pour l'autre moitié des gens, le fait de le faire 2 ans, un traitement de durée fixe pendant 2 ans, et puis on arrête quoi qu'il se passe, et de regarder en fait à long terme, à la fois est-ce que c'est mieux en termes de rechute, de survie à long terme, mais aussi de regarder la qualité de vie, puisqu'on sait que autant le daratumumab, ce qui est chiant, pénible, c'est de venir à l'hôpital le faire, autant on sait que le Revlimid, qui est un médicament qui est très bien supporté les 2 premières années, quand le temps passe, des fois on le supporte moins bien. Et donc c'était l'intérêt d'évaluer aussi la qualité de vie dans cette étude. Claire nous demande pour les formes de myélome à chaîne légère, quel est le critère biologique pour redémarrer un traitement? Quand ça double, quand ça triple? Je peux encore répondre. Alors, c'est le doublement du pic en 3 mois est un critère qui nous permet de recommencer un traitement. Enfin, c'est une recommandation internationale pour recommencer un traitement. Mais ce n'est pas juste une question de doubler ou de tripler, c'est en combien de temps ça le fait. Parce que si ça double en 3 ans, je m'en fiche, et qu'il n'y a pas d'autres symptômes, je m'en fiche, surtout si on part de 1 gramme de chaîne légère basse. Si après ça se met à doubler ou tripler en 2 mois, là oui, je recommence un traitement, a fortiori si c'est un myélome de haut risque cytogénétique, surtout aussi s'il y avait au départ une insuffisance rénale aiguë. Enfin voilà, c'est pas que la valeur du pic qui nous amène à prendre la décision, mais c'est un des critères, c'est effectivement cette évolutivité du pic. Est-ce qu'il double, est-ce qu'il triple, et surtout en combien de temps? Est-ce qu'on vous parle un peu de CAR-T-cell, Laurent? Je ne sais pas si tu fais encore à Paris, il y a toujours des CAR-T-cell dans les essais cliniques. Pour l'instant, d'ailleurs, on est toujours dans les essais cliniques. Alors, à Paris, je ne sais pas si effectivement chez vous, nous, pour l'instant, c'est compliqué. C'est très compliqué avec la situation sanitaire actuelle dans le cas des essais cliniques. Et globalement, une majorité, pour ne pas dire presque la totalité, en tout cas des essais qui étaient disponibles en région parisienne. Pour l'instant, on essaie effectivement de les ralentir, voire de les arrêter. Pourquoi? Parce que le recueil des cellules qui sont importantes pour faire ces CAR-T-cells, pour rappel, c'est peut-être que tout le monde, c'est pas peut-être ce que c'est ce fameux CAR-T-cell, tout le monde en entend parler, c'est sûr. Mais voilà, en fait, il faut imaginer qu'on va un peu faire en sorte que votre système immunitaire va reconnaître la maladie, le myélome, comme étranger et la détruise. Et pour ça, on va récupérer vos lymphocytes, donc c'est-à-dire une partie de vos cellules immunitaires. On va leur mettre un vecteur, un virus, pas le Covid, un autre, qui va lui faire exprimer ce qu'on appelle un récepteur sur cette cellule-là. Et en fait, ce récepteur, il va se fixer sur les cellules du myélome et le détruire. Mais pour ça, il faut quand même réussir à recueillir, déjà dans un premier temps, les cellules, les lymphocytes. Voilà, avec effectivement la situation actuelle, donc c'est un peu compliqué. L'autre chose également, c'est qu'avec les CAR-T-cells, une fois qu'on vous a administré le produit, il faut imaginer qu'on vous administre vos cellules immunitaires
Sauf que voilà, ça peut être effectivement une explosion immunitaire à ce moment-là, parce que voilà, toutes ces cellules, elles vont reconnaître effectivement les cellules de votre maladie, les détruire. C'est très bien, c'est ce qu'on attend. Parfois, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ça peut entraîner des complications, ce qu'on appelle effectivement un relargage cytokinique. C'est un peu comme l'orage cytokinique du Covid, hein, même principe. Hein. C'est-à-dire c'est le système immunitaire qui s'emballe beaucoup trop, qui fait de la fièvre, on ne se sent pas bien, ça nécessite de la réanimation. Or, on l'a vu effectivement tout à l'heure, voilà, les places en réanimation, voilà, on est un peu limite là, donc avec le Covid. Mais voilà, donc on essaye d'éviter à ce moment-là, si dans la mesure du possible, d'avoir encore plus besoin de réanimation, sachant que voilà, actuellement les places sont un peu limitées. Pareil pour également certaines autres complications, notamment neurologiques, qui nécessitent aussi des fois un peu de réanimation pour surveiller. Exactement le principe. Pour l'instant, en tout cas, vraiment, on essaye effectivement d'éviter, et en tout cas dans les essais cliniques, hein, globalement, depuis le début de la crise sanitaire, voilà, on a essayé en tout cas de suspendre dans la mesure vraiment du possible les essais des CAR-T-cells. Ça ne veut pas dire que les CAR-T-cells ne vont pas reprendre, hein, bien sûr que non. Hein, donc, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, en tout cas, tant que la situation de réanimation reste un peu tendue, voilà, on essaie en tout cas d'éviter ce type de traitement. Et ça s'adresse à qui, par exemple, les CAR-T-cells? C'est quoi le profil type d'un patient qui est éligible à ce type de traitement? Alors aujourd'hui, on a les CAR-T-cells que dans les essais cliniques. Hein. Donc c'est pour l'instant des essais cliniques qui sont chez les patients en rechute réfractaire. Il faut avoir reçu, alors je ne dirais pas tous les autres médicaments du myélome, mais presque. Il faut avoir reçu au moins 2 lignes antérieures avec déjà du Revlimid, du Velcade, du daratumumab et être réfractaire à tous ces médicaments. Il ne faut pas non plus avoir reçu trop de traitements, puisque les essais en cours actuellement, ils essayent de trouver la place des CAR-T-cells à peu près entre la 3e et la 5e ligne de traitement, si vous voulez, et ils se comparent au traitement habituel du myélome. Donc, c'est une étude, une des seules études ouvertes en ce moment, c'est l'étude KARMA, et qui randomise, qui compare avec des traitements habituels du myélome. Ce programme n'est pas arrêté. Alors, à Paris, la situation des réanimations est tendue. Je crois qu'à Lyon aussi, il y a des endroits où nous, on peut encore inclure en ce moment dans cette étude. Après, on ne peut pas inclure des tonnes et des tonnes de patients. Et cette étude, de toute façon, va bientôt se terminer puisque c'est international et qu'on arrive au bout du recrutement. Maintenant, avec les résultats d'études antérieures qui ont été faites en début d'année et l'année dernière, notamment aux États-Unis, il y a une AMM, donc une autorisation de mise sur le marché qui est en train d'être discutée. Et en France, on entend parler d'une autorisation temporaire d'utilisation pour début 2021, qui là s'adresserait à des patients plus avancés dans leur maladie, qui peuvent avoir déjà reçu 4 lignes, 5 lignes. C'est un peu le profil de patients à qui on propose aujourd'hui le belantamab mafodotin ou Belamaf, à qui on pourrait proposer ce traitement. Alors, c'est sûr que 2021, c'est à la fois pas aujourd'hui et en même temps, c'est bientôt. Ils sont en train de ce qu'ils appellent qualifier les centres, c'est-à-dire qu'il y aurait 7-8 endroits en France dans un premier temps qui pourraient réaliser ce traitement. Ensuite, ils veulent l'étendre plus largement dans d'autres centres qui n'ont pas déjà eu les CAR-T-cells dans des essais cliniques. Donc, globalement, d'ici 3, 4, 6 mois, on pourra proposer un peu plus largement en termes de faisabilité. Donc, ce traitement, pour l'instant, il est fabriqué aux États-Unis, etc. Ils nous disent qu'il n'y a pas de problème de production. Ce qui est effectivement limitant, ce sera les capacités des services et de la réanimation. Donc, on peut espérer que dans 3 à 4 mois, on sera sorti de cette deuxième vague. Voilà, on verra s'il y a d'autres vagues suivantes. On va s'adapter au fur et à mesure. En tout cas, c'est une option de traitement qui sera intéressante pour un certain nombre de patients. Quand on parle de neuropathie, ces fourmillements, c'est quoi exactement qu'est-ce qui fourmille en fait? C'est quoi l'atteinte? C'est une atteinte neurologique, mais c'est quoi exactement la neuropathie?
Donc, les nerfs, c'est ce qui transmet l'information du cerveau jusqu'aux effecteurs. Et donc, les petits nerfs, ceux qui sont au bout des doigts, au bout des pieds, ils sont plus atteints par la toxicité de certains médicaments. Donc, en gros, c'est le médicament qui, par différents mécanismes qui sont plus ou moins bien connus, va altérer les tout petits nerfs. Et le nerf, au lieu de donner une information, si vous prenez quelque chose de très chaud, bah, vous avez l'information qui remonte à votre cerveau. Bah, là, en permanence, le nerf va être irrité, stimulé, et il va vous donner une information de fourmillement, de picotement, de sensation de chaleur qui va être plus ou moins désagréable, plus l'intensité de l'atteinte est importante. Alors, il y a des neuropathies différentes, ce qu'on appelle axonales, quand c'est le centre du nerf qui est atteint, qui peut être un problème démyélinisant quand c'est la gaine autour de myéline, en gros, qui est atteint. Donc, il y a des choses un peu compliquées et les neurologues nous aident des fois à caractériser ça, c'est pas toujours facile. Mais en gros, c'est la transmission de l'information entre les doigts et les pieds, et puis le cerveau qui est exacerbé avec une sensation désagréable de douleur, de chaleur, de fourmillement qui est permanente alors qu'elle ne devrait pas l'être. Et c'est réversible avec les traitements? Normalement, c'est réversible, surtout si on le prend en charge suffisamment tôt, c'est-à-dire si on diminue les traitements responsables, la dose du traitement, ou voire la fréquence des injections, et puis si on y associe une prise en charge, ce qu'on dit de soins de support, il y a des choses qui peuvent aider, comme la kinésithérapie, comme certains systèmes de TENS. Et normalement, avec le temps, c'est réversible quand on a arrêté le médicament qui est responsable. Alors, c'est plus facile aujourd'hui d'arrêter tôt le médicament et c'est plus facile que ce soit réversible aujourd'hui, puisqu'on a pas mal d'alternatives thérapeutiques. Il y a quelques années, quand on n'avait que le Velcade et le Revlimid, on avait tendance à maintenir peut-être plus le Velcade parce qu'on savait qu'on n'avait pas forcément grand-chose derrière à proposer. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui doivent garder des neuropathies séquelaires, et on espère qu'à l'avenir ce sera moins le cas, puisqu'on essaye d'arrêter de diminuer plus tôt maintenant les médicaments. Merci, parce que c'est un sujet qui intéresse énormément de personnes, de malades, qu'on voit passer dans le MOOC, les gens qui vivent très mal avec ça, et savoir que c'est réversible, dans un sens, ça va leur donner un petit peu, à mon avis, un petit peu d'espoir quand même. Merci. Mais par contre, il faut insister, comme l'a dit Aurore, hein, ça peut être long quand même. Hein, ça peut être long. Faut pas dire que ça va jamais revenir. Ça peut être long, hein, des mois, voire des années à récupérer. Ça, c'est important également, hein, parce que souvent on vient de voir, on dit ah non, mais je récupérerai jamais. Ça fait 1 an que j'ai toujours des neuropathies. Ah, non, pas du tout. Hein, donc ça peut être plus long. Voilà, faut imaginer que un nerf repousse. Hein, en fait, pour qu'il se répare, il faut qu'il repousse. Vous imaginez effectivement la longueur. Alors c'est 1 millimètre par jour. On dit. Alors des fois c'est un peu moins. Vous voyez la longueur de votre jambe, hein, donc vous voyez effectivement le temps, il faut que ça arrive tout au bout, parce que souvent les problèmes, c'est au bout, hein, c'est au niveau des pieds ou des mains. Il faut arriver jusqu'au bout, hein, donc des fois c'est un peu retardé. Donc voilà, faut être patient, mais ça, voilà, en tout cas, faut y croire, et ça peut mettre du temps. Alors merci beaucoup. Je voudrais vous proposer la chose suivante, c'est qu'il y a peut-être et même probablement encore des questions qui vont suivre et qui s'adressent à la fois à Aurore Perrault et Laurent Frenzel, que je remercie chaleureusement. Ils vont continuer effectivement à y répondre et peut-être à revenir sur certains de ces sujets. Et puis nous allons maintenant donner la parole à Karine Kreuter, qui va aborder bien cette vie au quotidien, comment mieux vivre avec le myélome dans cette période de reconfinement, et avec effectivement toutes les contraintes que cela représente. Et Karen a choisi une citation de Sénèque pour introduire son propos. Karen, c'est à toi. Oui, écoutez, bonsoir à tous. Alors, je remercie Aurore et Laurent pour ces explications d'une clarté. J'ai beaucoup appris aussi ce soir. Je comprends aussi les attentes que vous pouvez avoir sur ces questions du traitement et aussi sur la question de la prise en charge et de la continuité des soins et des traitements pendant cette période exceptionnelle de crise sanitaire. Donc, il y aura probablement encore des questions qui vont se poser. Mais c'est vrai qu'on a souhaité
voilà, que je puisse aussi vous accompagner dans cette période, hein, puisque j'accompagne par ailleurs et largement à distance des patients pendant cette période du confinement, du reconfinement. Et effectivement, au-delà du vécu du myélome, effectivement, il y a ce vécu de cette période si particulière qui est à même de nous fragiliser davantage, hein, et je dirais de nous sensibiliser sur des aspects qui sont déjà, voilà, qui sont déjà touchés, hein, par la maladie et par la qualité de vie qui est dégradée, hein, du fait de ce myélome éventuellement. Alors, dans ce reconfinement, il y a quand même des choses différentes de la première période que moi je note dans le discours des patients. Alors, toujours de la peur, bien sûr, hein, j'en entends de la peur, de l'inquiétude, de l'angoisse, mais aussi d'autres choses, hein, j'en parlais déjà la semaine dernière, hein, un sentiment d'injustice, de la colère, de la lassitude, de l'usure, après tous les efforts qu'on a faits, on a été de bons élèves, on a appliqué les mesures barrières et on est encore punis. Un sentiment aussi qu'il y a des inégalités et que ce sont effectivement les plus fragiles qui subissent la double peine et objectivement, puisqu'ils sont plus fragiles, c'est la réalité, hein. C'est une période qui va augmenter notre sentiment de fragilité, on en a déjà parlé, qui va aussi augmenter l'incertitude, c'est déjà vivre avec le myélome, etc., et des périodes de rémission, des périodes de rechute, hein, c'est vivre aussi avec un certain niveau d'incertitude, et c'est vrai que cette période de crise sanitaire, elle vient encore alourdir ce sentiment d'incertitude, l'impact sur la qualité de vie, on le voit, hein, la baisse de nos activités, de notre vie sociale, voilà, donc ça c'est évidemment notre qualité de vie est largement impactée. Nos activités, ben, on le voit, hein, quand on a un myélome, là, quand même, elles sont largement réduites, même si beaucoup essaient d'optimiser au maximum ce qu'ils peuvent faire, hein, sur l'horreur, sur leur possibilité de sortir, de faire un peu d'activité physique, mais c'est vrai que ça reste extrêmement limité. Dans une période en plus où c'est quand même beaucoup moins agréable qu'en mars ou avril, hein. Et puis il y a l'impact aussi sur les relations. Alors ça, tout cet aspect relationnel, en ce moment, il est particulièrement sensible. Les gens avec lesquels on vit, mais aussi ceux avec lesquels on ne vit pas et qu'on ne peut pas voir et qui ne peuvent pas venir nous voir. Alors ça c'est quelque chose qui pèse énormément, hein, avec aussi toute cette question sur combien de temps ça va durer et les fêtes de Noël et est-ce qu'on pourra se retrouver. Et voilà, donc ça, c'est des choses qui pèsent. Donc, moi, je n'ai pas préparé de topo particulièrement parce que j'avais noté la dernière fois que voilà, vous aviez peut-être envie d'aborder certaines questions ou voilà, par rapport à votre vécu ou par rapport à des réflexions que vous auriez. Donc, moi, j'avais plutôt envie de partir de questions. Laurent, peut-être que toi, tu avais déjà pu identifier des questions ou des problématiques qui pesaient particulièrement ou dont les personnes avaient envie de parler. Ouais, bonsoir. Non, les questions, enfin, c'est à la fois c'est étonnant, mais je pense que c'était important aussi de répondre aux questions médicales parce que il y a dans le sens où en répondant de manière claire comme l'ont fait Laurent et Aurore aux questions médicales, on aide à mieux supporter le reste. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'angoisses notamment sur les réseaux sociaux qui sont exprimées sur voilà, mais je vais plus avoir mon traitement ou si j'arrête tel ou tel à cause du Covid, ben j'aurai pas mon traitement comme il faut, donc ben je perds des chances de vie. Enfin voilà, des choses comme ça. Et c'est sans doute aussi pour ça que les questions médicales liées au myélome sont, je pense, encore plus fortes dans cette période de Covid, quoi. Est-ce que je vais pouvoir aller à l'hôpital? Si je vais pas à l'hôpital, si je vois pas mon hémato, est-ce que ça va pas poser problème? Oui. Alors, ça, c'est effectivement, dans ces questions-là, il y a la part rationnelle de quid de mon traitement et de mon accompagnement, et il y a la part d'irrationnel, c'est-à-dire le niveau d'angoisse qui fait qu'on va interpréter des modifications de traitement ou le fait de différer ou d'aménager des traitements comme un risque supplémentaire. C'est pour ça qu'en fait, les deux sont liés, à la fois la réalité médicale de la prise en charge, mais aussi la façon dont on va percevoir l'adaptation qui va pouvoir être faite durant cette période. Alors là, les médecins le disent, mais je vous le redis, puisque nous sommes aussi des équipes pluridisciplinaires, c'est que, en fait, pour chacun d'entre vous, la question, ça va être de limiter les risques et de faire les meilleurs choix en fonction de votre situation. Et on parlait tout à l'heure de confiance.
Laurent, Aurore aussi ont pu évoquer cette dimension. C'est la question de la confiance. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Hein. Oui, les gestes barrières, on les maîtrise, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas. On est entre les mains d'équipes qui sont compétentes et elles vont décider dans votre situation ce qui vous fait prendre le moins de risques, quelle est la meilleure décision, le meilleur équilibre à trouver dans cette période si particulière. Et je crois que ce qui est très important, même si on ne comprend pas tout, et là on voit qu'on a des réponses ce soir qui vont nous aider aussi à être moins débordés par l'inquiétude et l'angoisse, c'est la confiance qu'on doit essayer de maintenir en les professionnels qui nous prennent en charge. Alors évidemment que cette période, c'est aussi avoir moins d'accès aux ressources hospitalières et notamment un certain nombre d'interlocuteurs. Ça, c'est pas facile non plus. C'est-à-dire qu'on est encore plus inquiet, on a encore plus de questions, on est encore plus angoissé et on a des accès peut-être un peu moins facilités parce qu'il y a des priorités aussi. Voilà, il y a une charge de travail encore supérieure à d'habitude. Voilà, il y a des arbitrages. Voilà, il y a des choses qui doivent être gérées. Et c'est vrai que ce soit pour les médecins, mais de manière générale sur l'ensemble des professionnels de santé, on a un accès un petit peu moins aisé peut-être à l'hôpital. Et c'est pour ça que je vous encourage à essayer de trouver des alternatives de soutien ou de réponse. Bien sûr, vos équipes médicales sont là pour vous répondre. D'ailleurs, demandez-leur la marche à suivre si telle ou telle situation se présente, afin que vous soyez tout à fait informés de ce que vous devez faire dans telle ou telle situation. Mais sinon, effectivement, il va falloir se tourner vers le médecin traitant, vers les associations, essayer d'avoir un soutien en ligne, à distance, voilà, au niveau des soins de support. Donc, tout ça s'est mis en place dans un certain nombre d'hôpitaux et on le fait, on est nombreux à le faire. Donc, n'hésitez pas à demander si ces aides vous sont accessibles, même si vous ne pouvez pas venir à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, que ce soit au niveau de l'hôpital et au niveau des associations. Si tu permets, Karen, je pense qu'il y a aussi, dans ce que je vois, il y a pas mal de malades qui ne veulent pas déranger. Les hématologues sont débordés, les hôpitaux sont débordés et on a peur, je pense, certains l'expriment au moins et vont pas alerter forcément sur des problèmes, sur des choses qui apparaissent, alors que même en période, il me semble nécessaire que même en période de Covid, il est important d'alerter les bonnes personnes et quand il s'agit du myélome, d'alerter notre service d'hématologie. Bien sûr, absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de demander à votre hématologue, à votre équipe, comment on peut saisir l'équipe s'il y a un problème. C'est-à-dire que vous n'aurez pas quelqu'un forcément au téléphone en appelant, ça paraît quand même un peu compliqué, pas votre hématologue, en tout cas, ce sera un peu difficile. Par contre, justement, ce qui est très important, à l'occasion de vos consultations, ou en appelant les soignants, ou en venant faire votre traitement, demandez, voilà, y a-t-il un mail, y a-t-il une personne, y a-t-il un numéro, y a-t-il un poste, y a-t-il une façon ou peut-être un interlocuteur à l'extérieur, sur le réseau, j'en sais rien. Y a-t-il une façon de saisir en fait les équipes s'il y a un problème, de telle manière que vous soyez sécurisés et que ce soit quelque chose qui soit gérable, on va dire, pour l'hôpital. Et il y a beaucoup de possibilités, notamment par mail. Il y a beaucoup d'équipes qui se mettent à disposition des malades et des proches par mail et qui répondent par mail. J'ai envie de poser une question à Laurent ou à Aurore. Est-ce que on sait par expérience que le diagnostic du myélome n'est pas forcément simple. Est-ce que le Covid ne risque-t-il pas de retarder pour certains malades des diagnostics? Je pense que le premier confinement qui était vraiment plus strict a fait qu'il y a des patients qui ont tardé à consulter leur médecin traitant ou des examens qui n'ont pas été faits. Là, l'enjeu du système de santé, c'était de maintenir tout ce qu'on pouvait faire comme activité diagnostique, etc., pour justement éviter des diagnostics plus tardifs. Donc, je crois qu'on aura moins cette problématique maintenant que ce qu'on a pu avoir au mois de mai ou au mois de juin l'année dernière. Mais oui, c'est ce qu'on essaye d'éviter. J'espère, hein, merci. Je regarde les questions. Karen, concernant puisque le traitement est très lourd, nos hématologues s'occupent à la perfection donc de notre myélome. Est-ce que c'est à eux qu'il faut s'adresser pour disons d'autres une médecine alternative, on va dire, peut-être d'autres types de soins pour nous soulager un petit peu, peut-être notre morale,
notre physique aussi. Alors là, tu t'évoques plutôt les soins de support. Alors pour les approches alternatives, je dirais qu'il faut faire attention de manière générale et de toute façon demander l'avis de l'hématologue quand on envisage voilà, des approches non médicamenteuses. Heureusement, il y en a de nombreuses maintenant, de plus en plus à la disposition des patients et qui sont extrêmement bénéfiques. Hein. Chacun peut trouver dans les soins de support de quoi améliorer son confort, sa qualité de vie, son moral. Et puis tout de manière très pratique, sa situation économique, sociale, hein, parce qu'il y a aussi des problèmes économiques. Ça peut être aussi des activités physiques adaptées. Hein. Laurent l'a rappelé, c'est très important de maintenir une activité physique, y compris actuellement. Et il y a beaucoup d'endroits où c'est maintenu à distance. Hein, c'est-à-dire qu'on peut continuer à pratiquer son activité physique adaptée à distance. Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas forcément l'hématologue, surtout en ce moment, qui peut vous répondre là-dessus. Par contre, c'est toujours la même chose, de manière très, très précoce. Il faudrait que vous sachiez à qui vous pouvez vous adresser quand au niveau des soins de support. Et normalement, les services d'hémato, notamment, sont habitués maintenant quand même à orienter les patients ou à les conseiller ou à leur donner des références s'agissant des soins de support. Donc déjà, ce serait bien que vous sachiez le plus tôt possible vers qui vous adresser. Est-ce que l'hôpital propose des choses? Est-ce qu'à l'extérieur, il y a des partenaires? Est-ce que les associations, notamment la Ligue contre le cancer, dans beaucoup d'endroits, proposent des choses? Est-ce qu'il y a possibilité que les collègues fassent des consultations à distance? Beaucoup de services d'oncologie et d'hématologie le proposent. Donc effectivement, il y a d'autres ressources. Alors, votre hématologue peut vous répondre, mais je dirais que là, il faut s'adresser probablement aussi aux associations, aux soignants, à votre médecin traitant, et si possible, avoir eu ces informations en amont, c'est-à-dire que dès que vous pouvez, essayer de recueillir les informations nécessaires. La F3M, en l'occurrence, vous pouvez les contacter. Ici, tout le monde les connaît, mais en tout cas, ça fait partie des interlocuteurs qui peuvent aussi vous informer et vous orienter. Il faut savoir, enfin, je pense que souvent d'ailleurs les hématologues le font. Il y a un lien souvent entre les équipes de la douleur qui proposent beaucoup de soins de support, et dans chaque CHU il y a des équipes spécialistes de la douleur et des soins de support. Donc là, il ne faut pas hésiter, je pense aussi à les solliciter. Alors, dans cette période, il y a quand même un ou deux points sur lesquels moi j'aurais aimé dire une petite chose. D'abord, le sentiment de vulnérabilité, on a déjà parlé. Rappelez-vous bien sûr que vous êtes en situation de vulnérabilité, mais qu'il y a un écart considérable entre la réalité du risque et le risque que vous ressentez pour certains d'entre vous. Et qu'on l'a vu notamment, Marie-Noël et d'autres en ont témoigné, ont été atteints par le virus de la Covid-19 et pour autant sont en pleine forme. Donc, à un moment donné, contracter ce virus, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en sortir. Loin de là, heureusement, les complications sont relativement rares. Et les décès encore plus. Hein. Donc effectivement, c'est important de se dire, bien sûr, les mesures barrières parce que ça je le maîtrise, comme dit Aurore, et on sait quand elles sont bien appliquées, elles sont absolument efficaces, très 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 efficaces, et elles nous protègent et elles nous préservent très bien, même si elles sont contraignantes. Et même si il s'avérait qu'on était atteint par la Covid-19, il est extrêmement probable qu'après une période quand même qui n'est pas très confortable, nous allions bien. D'accord? Donc, si vous voulez, je vois beaucoup de patients qui font le lien entre contracter le virus et pas s'en sortir. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas la réalité hein, quand on écoute les virologues et que c'est pas la réalité du tout. Donc, je crois que c'est important d'être vigilant, mais c'est aussi important de se rendre compte qu'il y a une différence entre un risque avéré, réel, hein, et puis un risque ressenti. Donc, ce sentiment de vulnérabilité, il est très important effectivement de faire en sorte qu'il soit moins fort hein, en cette période. Et on a vu qu'il y avait plusieurs possibilités pour essayer de se sentir moins vulnérable. Ça peut être effectivement pratiquer des activités pour diminuer l'anxiété, ça peut être avoir des activités plaisantes, ça peut être garder le contact avec son entourage, ça peut être prendre soin de soi, se concentrer sur des choses qu'on peut contrôler. Hein, les choses que vous pouvez contrôler, votre routine, les choses que vous savez faire, que vous maîtrisez, ça peut aussi vous soulager. Les gestes barrières, ça aussi, ça peut vous soulager.
Et pourquoi pas se faire aider au niveau, enfin, par un accompagnement psychologique, mais aussi éventuellement par un traitement médicamenteux si on est, comme certains des patients dans cette période, débordés par l'angoisse. C'est quelque chose de tout à fait compréhensible et ça ira mieux. Faut pas vous inquiéter. Ça peut tout à fait s'entendre d'être débordé en ce moment. S'occuper des autres, ça aussi c'est quelque chose qui peut nous aider à nous sentir moins vulnérables. Et puis, je dirais quelque part accepter ce qu'on ne peut pas changer. Là, Aurore a dit quelque chose de très très juste. Investissons là où nous pouvons contrôler. Et puis, pour le reste, effectivement, eh bien, faisons confiance et puis essayons de maintenir notre sérénité. Et puis, il y a une autre chose, moi, qui me semble importante, c'est dans le rapport aux autres. Cette période transforme profondément la relation aux autres, pas seulement quand on a un myélome, mais de manière générale. C'est-à-dire, cette période, c'est aussi, et notamment quand on est malade, avoir peur de l'autre, y compris ceux qu'on aime, y compris celui qui est proche de nous. C'est aussi avoir peur de contaminer l'autre, c'est être angoissé, c'est avoir un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que les relations sont compliquées. C'est celui qui nous manque, c'est celui qu'on a peur de contaminer, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui paraissaient si simples et si évidentes et qui le sont beaucoup moins actuellement. Là-dessus, je pense que c'est très, très important de garder le contact entre nous, d'exprimer ces choses-là, même ces sentiments-là, quand parfois on est partagé, d'essayer d'exprimer nos sentiments et notre affection peut-être de manière alternative. C'est un peu comme trouver des moyens alternatifs de se faire aider. Je pense que là aussi, soyons créatifs. On ne peut pas forcément faire des câlins, on ne peut pas forcément manger les uns avec les autres en toute convivialité autour d'une table. Voilà, il va falloir qu'on trouve d'autres moyens d'être ensemble en respectant les gestes barrières. Se dire les choses, faire des choses ensemble à distance, construire de nouveaux projets, être créatif, peut-être écrire pour ses enfants, ses petits-enfants, alors qu'on n'en a pas eu l'occasion, faire des échanges épistolaires, comme on faisait dans l'ancien temps, peut-être que c'est l'occasion aussi de s'écrire, on ne s'écrivait plus, de se faire des lettres qu'on pourra garder. Je pense qu'il faut effectivement faire des jeux. On peut faire des jeux à distance, etc. Il y a beaucoup de grands-parents et de petits-enfants qui ont réussi à mettre en place des choses. Donc, essayons d'être créatifs pour garder le contact. Et ne soyons pas si angoissés ou ne nous sentons pas coupables d'avoir peur que l'autre nous contamine ou d'avoir peur de contaminer l'autre. C'est normal, c'est humain. Même quand on s'aime profondément, ces sentiments sont tout à fait compréhensibles. Il faut effectivement être serein avec ça, l'accepter et savoir qu'à un moment donné, les choses vont s'améliorer et qu'il y aura des jours meilleurs où on pourra de nouveau s'embrasser, se prendre dans les bras. Et là, on imagine à quel point les sensations seront extraordinaires. Donc, on est impatient. Merci beaucoup, Karen, de ces mots qui sont très forts. Alors, y a-t-il d'autres questions de la part de Sophie ou bien de la part de Laurent qui soit venu entre-temps et qui pourrait nous permettre, avant que chacun puisse conclure par quelques mots. Oui. Les questions médicales, on a nos deux super médecins qui continuent d'y répondre en direct. Ils sont formidables. Ils répondent assez extraordinaire. À l'oral, à l'écrit. Je pense qu'ils ont eu d'excellentes notes l'un et l'autre à l'oral et à l'écrit et vis-à-vis de leur patients, ça j'en suis sûr. C'est vraiment, c'est vrai que ça permet de, voilà, tout le monde a presque des réponses instantanément avec des questions très variées, des questions toujours très médicales, mais c'est assez fabuleux de voir comment Laurent et Aurore répondent. Moi, je suis épaté. Vous épatez. Épaté, ouais, tout à fait. Il n'y a pas de question particulière par rapport aux craintes. C'est vrai que tout ce que disait par rapport au Covid, tout ce que disait, juste en termes de blague, il y a quand même le Premier ministre qui a osé faire sa conférence de presse pendant notre webconférence. C'est quand même assez osé. Mais bon, voilà, ce qui est certain, c'est que les mesures telles qu'on les vit aujourd'hui vont encore durer au moins 15 jours. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai lu entre deux ce qu'il racontait. Donc, il faut, voilà, et tout ce que nous disait Karen d'expérimenter, de créer, d'essayer de faire autrement pour continuer à avoir des relations, vivre ensemble, quoi. Donc, malgré les distances, ça me paraît essentiel.
Très bien. Alors, je ne saurais que trop vous inviter dans le prolongement de ces discussions à aller sur le MOOC. Vous y retrouverez la fameuse rubrique des questions fréquentes, avec non seulement les questions-réponses de cette webconférence, mais toutes celles de la session 6 du MOOC. Donc, tout cela vous permettra d'avoir accès en quelque sorte à une bibliothèque de questions-réponses dont vous avez été nombreux à nous effectuer cette demande. Donc, on espère que ça répondra à vos besoins. Et puis, je tiens à nouveau à mettre en avant tout le travail des tuteurs du MOOC sous la férule de Pierre Fertile et bien évidemment de Bernard Delcourt qui ont travaillé énormément là-dessus pour constituer une équipe quasiment d'une vingtaine de personnes qui se relaient. Donc, eh bien, ils sont là, ils seront, je dirais, des intermédiaires lorsqu'il y a des questions médicales, seront là pour discuter avec vous, des intermédiaires aussi lorsque ils jugent que une intervention, un avis de Karen peut être utile. Voilà, donc n'hésitez pas et vous trouverez également le replay, comme d'habitude, sur le MOOC. Voilà. Nous allons bientôt nous quitter. Alors, quelques mots simplement pour vous rappeler que nous aurons une prochaine webconférence qui porte le titre suivant, « Bien vivre avec son myélome multiple », le 26 novembre prochain. Bien évidemment, toujours en toile de fond, eh bien, le contexte sanitaire que nous vivons. Et puis, le module 3 donc, ouvre le 16 novembre et le 18, ouverture de cette fameuse rubrique des questions-réponses. Voilà. Eh bien, un mot de conclusion pour chacun des intervenants, en commençant, Aurore, si vous voulez bien, par vous. Eh bien, merci de m'avoir proposé de participer. C'est toujours riche d'échanges pour nous aussi. Et voilà, on espère que ça contribue à rassurer un petit peu dans cette période difficile. Alors, bon courage à tous. Karen ? Oui, bah écoutez, moi je suis très contente de me retrouver en équipe pluridisciplinaire, y compris avec la F3M et avec toi Hervé. Voilà, on fait équipe et on arrive à garder le contact même dans cette période difficile avec avec les malades et avec les proches. Donc je suis très contente de cette initiative et je suis très contente d'avoir pu participer. Merci beaucoup, Sophie. Eh bien, moi, je voulais encourager tous ceux qui sont inscrits au MOOC à continuer à progresser donc vers le module 3, à continuer surtout à nous laisser beaucoup de commentaires. On est toujours très heureux que vous fassiez vivre ce MOOC qui est fait pour vous, pour les malades et pour les aidants. Et si vous n'êtes pas inscrit, bien sûr, inscrivez-vous, vous avez encore largement le temps. Et une petite précision, je voulais vous dire que le 17 novembre, nous aurons un atelier yoga qui vous permettra, à tous ceux qui ont demandé quoi faire aussi pour nous soulager un petit peu, le docteur Coudron viendra nous faire une petite présentation donc de yoga avec des questions-réponses et puis un petit peu de pratique. Voilà, merci à tous ceux qui étaient là parmi nous ce soir. Laurent Frenzel, on va commencer par Laurent Frenzel. C'est ça, parce qu'il y en a deux en fait. On a encore dans 10 minutes, ils vont se dire ah mais non, mais c'est toi, mais c'est moi. C'est ça, exactement. En tout cas, merci de m'avoir invité. C'est toujours avec plaisir que je participe à ces discussions, ces webconf. Je pense que vraiment, comme on a tous dit, l'éducation, voilà, c'est vraiment important parce que le traitement, bien entendu, oui, mais effectivement, voilà, on sait qu'il y a une part d'anxiété. Voilà, la situation sanitaire n'améliore clairement pas les choses. Et si on peut essayer un peu de répondre un peu à toutes les questions voilà, que vous avez tout le temps. Donc voilà, en tout cas, avec plaisir pour participer à d'autres réunions de ce type-là. En tout cas, merci. La conclusion pour l'autre Laurent. On était plus de 200 personnes à participer. Oui, absolument. C'est quand même assez extraordinaire. Et merci d'abord à tous ces participants qui ont posé leurs questions, qui sont là et qui sont là régulièrement. Comme le disait Sophie, oui, c'est important. Essayez-vous, pour ceux qui n'y sont pas encore allés, essayez-vous au MOOC. Parce que je veux dire, le MOOC, c'est aussi
un moyen de continuer à discuter avec les médecins, mais aussi discuter entre malades. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc la F3M, on continue d'agir, on continue de faire des choses. Et puis, à très bientôt. Voilà, et donc n'oubliez pas les rendez-vous le 17 novembre, l'atelier de yoga. Il y aura d'autres ateliers qui vont émerger, qui sont effectivement consacrés à différentes techniques qui vont permettre de relaxer, de progresser dans le mieux vivre avec le mélome. Nous sommes vraiment très heureux de tous ces commentaires qui arrivent et qui sont bien mérités pour les différents intervenants. Voilà. Un grand merci à toutes et à tous. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches et on vous dit à très bientôt sur le MOOC et puis dans les différents rendez-vous que la F3M vous propose en ces temps évidemment complexes, mais sur lesquels il y a aussi beaucoup de belles choses qui se passent et qui s'échangent. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Bonsoir.